Dans cette vidéo, on va vous parler de champ et de force. Or le champ pour le physicien, c'est pas le même que celui de l'agriculteur. Pour le physicien, un champ c'est un espace. Alors ça peut être un plan, ça peut être aussi un espace en 3 dimensions, dans lequel on a un certain nombre d'enregistrements qui sont stockés. Ces enregistrements peuvent être de 2 types, ça peut être des nombres, auquel cas on a ce qu'on appelle un champ scalaire. Par exemple, ici, on a un champ scalaire des températures à la surface de la France. Ces informations peuvent être aussi plus complètes. Ça peut être une direction, un sens, une intensité. On parle alors de champ vectoriel. Chacune des informations est représentée par un vecteur. On a ici un champ vectoriel, c'est les vents qui se déplacent entre la France et l'Angleterre, par le détroit du Pas-de-Calais. Un exemple de champ vectoriel qu'on trouve à cette adresse et qui est assez joli, je vais vous montrer ça de suite. Sur ce site, on a une représentation en temps direct des vents à la surface de la Terre, où qu'on soit à la surface de la Terre. Par exemple, ici, de notre côté européen, on peut s'apercevoir que ces vents sont particulièrement importants dans cette zone, importants aussi du côté de Narbonne et de Perpignan. On peut trouver ici un enroulement des vents dans le sens des aiguilles d'une montre. Il s'agit de ce qu'on appelle un anticyclone, une zone de beau temps. Ici, c'est l'anticyclone des Açores qui est très actif. On peut trouver aussi, par exemple, ici du côté de la Turquie, un enroulement dans l'autre sens, c'est ce qu'on appelle une dépression. On peut représenter des courbes dans un champ. Dans un champ scalaire, on peut représenter une courbe en reliant toutes les valeurs qui sont identiques. Par exemple, sur cette carte de pression, on a relevé toutes les valeurs à 1010 hectopascales. On a ce qu'on appelle une courbe isobare. Ici, ce sont des courbes de niveau sur une carte de randonnée. Donc, toutes les courbes de niveau indiquent que tous les points de cette courbe sont à la même altitude. Lorsque ces courbes de niveau sont espacées, c'est que le terrain est relativement plat. Lorsque les courbes sont proches, ça veut dire qu'il y a un grand dénivelé. On peut représenter aussi des courbes dans un champ vectoriel. Alors, il faut faire passer la courbe de façon tangentielle à chacun des vecteurs. La courbe qu'on obtient alors s'appelle une ligne de champ. Alors on va parler de 3 types de champs dans ce cours, les champs magnétiques, les champs électriques et les champs de pesanteur. Champ magnétique, eh bien, il est probable que l'homme jouait déjà avec des aimants naturels il y a très longtemps. Alors maintenant on obtient des aimants qui sont beaucoup plus efficaces en utilisant des terres rares, donc des alliages de terres rares qui permettent d'avoir des aimants beaucoup plus forts. On peut aussi réaliser ce qu'on appelle des électroaimants en faisant passer un courant électrique dans une bobine. On verra tout ça dans une séance de TP. Dans une séance de TP, on montrera aussi que l'aimant a 2 pôles, un pôle qui s'oriente toujours vers le nord, c'est ce qu'on appellera son pôle nord, un pôle qui s'oriente vers le sud, c'est ce qu'on appelle son pôle sud, et puis on vérifiera que 2 pôles identiques se repoussent, alors que 2 pôles différents s'attirent. Par convention, le pôle nord d'un aimant sera représenté plutôt en rouge. On verra quelques actions de ces aimants sur leur environnement. Donc par exemple, eh bien, on verra l'exemple de la boussole. On verra aussi que des aimants agissent de façon réciproque l'un sur l'autre. Donc le pôle sud d'un aimant attire le pôle nord de l'autre et réciproquement le pôle nord de l'autre attire le pôle sud d'un aimant. En tout point de l'espace autour d'un aimant, on peut définir un vecteur qui s'appelle un vecteur champ magnétique. On peut déterminer la direction et le sens de ce champ en plaçant une petite aiguille aimantée ou une petite boussole en ce point. Le champ est noté B et il est toujours orienté dans le sens du sud vers le nord. Et pour mesurer l'intensité de ce champ,
on peut utiliser un appareil qui s'appelle un teslamètre, car l'intensité d'un champ magnétique s'exprime en Tesla. On peut aussi utiliser notre smartphone qui dispose d'un capteur, qui dispose d'un teslamètre. On peut donc mesurer, représenter le champ, alors pas de pesanteur, mais le champ magnétique au cours d'un aimant, et ce qu'on obtient est bien un champ vectoriel. Ce champ vectoriel implique que pour un objet qui est métallique, en acier par exemple, ou en fer, eh bien, qui implique à cet objet eh bien, de subir une force, qui s'appelle une force magnétique. Cette force magnétique, elle a la même direction que le champ magnétique. Et bien sûr, son intensité dépend de l'intensité du champ. Lorsqu'on saupoudre de la limaille de fer sur une vitre qui est placée au-dessus d'un aimant, on voit que les petites particules de limaille de fer s'orientent, se collent les unes derrière les autres pour former des lignes qui sont les lignes de champ. Le champ magnétique est tangent à chacune des lignes de champ. Lorsqu'on place des boussoles autour de la Terre, elles s'orientent toujours nord vers le pôle nord, sud vers le pôle sud. Tout se passe donc comme si la Terre était un aimant. Mais pour que ça fonctionne, il faut comprendre que puisque les aiguilles, c'est le pôle nord des aiguilles qui est attiré vers le pôle nord terrestre, et bien en fait le pôle nord terrestre se comporte comme un pôle sud, comme si c'était un aimant, comme si c'était le pôle sud d'un aimant. On appelle un champ magnétique uniforme un champ vectoriel dans lequel les vecteurs sont constants. Comment est-ce qu'on peut obtenir un champ magnétique uniforme? Eh bien par exemple dans un solénoïde, donc c'est un conducteur enroulé en spirale dans lequel on fait circuler un courant électrique constant, on a un champ magnétique qui est constant. D'ailleurs ici on voit que les lignes de champ provoquées par la limaille de fer sont quasiment parallèles entre eux et tous orientés dans la même direction. On peut obtenir ça aussi avec un aimant en U. Dans l'entrefer de cet aimant, on a des lignes de champ qui sont aussi quasiment rectilignes et quasiment parallèles entre elles. Un petit peu de culture scientifique. Sur l'origine du champ magnétique terrestre, eh ben on n'en sait pas grand-chose. La seule chose qu'on sait, c'est que pour qu'une planète ait un champ magnétique, il faut qu'elle ait un noyau liquide. Et donc, sur Terre, le noyau qui est liquide qui se trouve là, qui est constitué essentiellement de fer, eh bien on pense que c'est sa rotation autour du noyau solide, eh bien on pense que c'est sa rotation qui permet de justifier ce champ magnétique. Plus surprenant, le nord magnétique et le nord géographique ne sont pas confondus, mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que le nord magnétique se déplace. Et on a ici un certain nombre d'enregistrements de la position du nord magnétique projeté à la surface de la Terre. Et on a des variations qui sont extrêmement importantes. Par exemple, entre 2010 et 2015, peut-être qu'on a un déplacement de 1000 km. Alors ça veut dire que lorsqu'on utilise une boussole, l'aiguille de la boussole n'indique pas la direction du pôle nord géographique, elle indique la direction du pôle nord magnétique, qui est distincte. Eh bien, cette différence entre la direction du nord magnétique et le nord magnétique, on appelle ça la déclinaison. Et cette déclinaison, forcément, change, puisque le pôle nord magnétique se déplace. Par exemple, ici, on a la déclinaison enregistrée pour Nantes entre 1960 et 2020, et on voit que la variation est quand même assez significative. On a 3 degrés de différence. Encore un peu de culture scientifique, l'intensité du champ magnétique terrestre varie. Alors voilà une courbe d'évolution de l'intensité du champ magnétique, on voit qu'effectivement ça varie, et puis on voit qu'à par moment ça descend très très fortement, jusqu'à flirter avec le zéro. Et bien dans ces moments-là où le champ magnétique terrestre est très très faible, eh bien il peut y avoir une inversion du champ magnétique, c'est-à-dire que le pôle nord devient un pôle sud et le pôle sud devient un pôle nord. Ici par exemple on a une inversion, puis là, puis là.
Sur cette échelle, exprimée en millions d'années, donc là on est à 1 million d'années, la dernière inversion est à peu près à 780 000 ans. Sur cette échelle, en noir sont repérées les orientations du champ magnétique telles qu'on les connaît actuellement, et en blanc les orientations inverses. Alors imaginons qu'on ait un volcan, en activité pendant plusieurs millions d'années. Et de temps en temps, il émet des laves qui vont s'accumuler sous forme de coulées successives. Et puis on s'aperçoit que on retrouve les inversions de champs magnétiques à l'intérieur de ces laves, telles qu'on les a vues précédemment. Alors maintenant, on s'est intéressé à quelque chose d'un peu différent. On s'est intéressé à la dorsale océanique, à une dorsale océanique, et on a enregistré l'orientation qui avait été stockée par ces différents minerais, parce qu'elles contiennent des petites particules de fer. Donc sous forme de lave, lorsque la lave refroidit, ces petites particules de fer vont s'orienter. Donc on regarde et on mesure l'intensité de ce champ résiduel dans les laves en s'écartant de la dorsale, puis on voit qu'on a quelque chose qui est assez symétrique. En réalité, eh bien, sur ces laves, on retrouve exactement la même chronologie que celle qu'on a indiquée tout à l'heure. Et cette chronologie, qui est maintenant qui s'étend de chaque côté de la dorsale de façon symétrique, elle traduit le fait que la dorsale émet de la lave, mais que cette émission des laves, elle se traduit par un déplacement de la matière de chaque côté. C'est cette découverte qui est à l'origine de l'idée de la dérive des continents. Enfin, encore un peu de culture scientifique, comment le champ magnétique nous protège du rayonnement cosmique. Le rayonnement cosmique, ce sont des particules qui sont émises par le Soleil et d'autres étoiles aux alentours ou par la galaxie, et qui sont nocives pour la vie. Le champ magnétique terrestre nous protège de ces rayonnements cosmiques en les écartant et en les faisant passer sur le côté de notre planète. Alors pas toutes, parce qu'un certain nombre de ces particules peuvent arriver jusqu'au niveau des pôles, et lorsqu'ils arrivent au niveau des pôles, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle des aurores boréales qui peuvent apparaître. Enfin, la supraconductivité, vous savez ce que c'est le fait que certains matériaux, lorsqu'ils sont refroidis à des températures très faibles, ne présentent plus aucune résistance au passage du courant. Ça permet d'obtenir des champs magnétiques très importants. On envoie alors des courants très importants dans des bobines petites, on a des champs magnétiques qui sont conséquents. Par exemple ici dans ces détecteurs de particules, ou par exemple ici dans un IRM médical, ou par exemple ici dans un appareil qui mesure la résistance magnétique nucléaire. On en parlera l'année prochaine, et là il y a un petit logo qui nous indique qu'il est extrêmement dangereux de s'approcher de cet appareil avec des objets qui sont magnétiques, par exemple une gourmette en acier, parce que le champ magnétique est tellement important à proximité de cet appareil qu'on pourrait être attiré violemment et que ça pourrait provoquer des blessures. Deuxième type de champ dont on va parler, il s'agit du champ électrostatique, qu'on peut aussi appeler champ électrique. On a ici un petit dispositif qui présente un canon électron dont on va parler après, et puis on voit ici un faisceau d'électrons qui se déplace et qui est dévié entre deux plaques. Les deux plaques qui sont là sont reliées à un générateur. La plaque positive attire les électrons, la plaque négative les repousse. Et entre ces deux plaques, on a ce qu'on appelle un champ magnétique. On a un champ électrique. Ici, on a deux plaques, une plaque chargée positivement, une plaque chargée négativement. Ce champ électrique se traduit par un vecteur, toujours orienté du plus vers le moins, un vecteur qui est noté E, pour champ électrique. Ce champ électrique dépend de l'intensité de la tension entre les deux plaques et de la distance qui les sépare. Ce champ électrique est égal à la tension que divise la distance
Il s'exprime donc en volts par mètre. En TP, on verra comment transformer un voltmètre en appareil qui mesure l'intensité du champ électrique, et on verra qu'on peut obtenir un champ électrique assez uniforme dans un dispositif qu'on appelle une cuve rhéographique. Un champ uniforme, c'est bien sûr un champ pour lequel l'orientation du champ est la même en tout point et son intensité de même. Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va mettre une particule dans un champ électrique? Ici c'est un électron. Cet électron est dans un champ électrique, évidemment, cet électron va subir une force qui le repousse des charges négatives qui sont en bas et qui l'attire vers les charges positives qui sont en haut. On peut remarquer que cette force, elle est ici dans le sens opposé au champ. Si j'avais une particule chargée positivement, par exemple un proton, on aurait eu la force orientée de façon inverse du plus vers le moins. Et dans ce cas, cette force aurait été orientée dans le sens du champ électrique. D'une façon générale, une particule qui porte une charge électrique et qui est placée dans un champ électrique subit une force électrique dont l'intensité est la suivante. C'est le produit de l'intensité du champ par la charge en valeur absolue. Un peu de culture, on peut parler de ce qu'on appelle le canon à électrons. Alors le canon à électrons, c'est quoi? C'est un dispositif dans lequel on a un petit filament qu'on a fait chauffer, et ce petit filament qu'on a fait chauffer produit des électrons, on est dans le vide, qui vont s'écarter légèrement du filament. On a un champ avec une base ici négative, et de l'autre côté une base qui est positive. Les électrons qui vont s'écarter de notre filament vont être pris en charge par ce champ et vont être accélérés et vont passer entre des plaques par exemple. Alors ce principe-là, c'est un principe qu'on a découvert il y a déjà assez longtemps, en 1931, c'est le principe qui nous permet d'avoir des tubes cathodiques. Ces tubes cathodiques qu'on a retrouvés très longtemps dans nos télévisions, dans nos écrans d'ordinateur, sur les oscilloscopes. Et ces tubes cathodiques qui sont actuellement des déchets en quantité phénoménale qu'on doit essayer de traiter et de recycler. Les accélérateurs de particules aussi fonctionnent sur ce principe. Par exemple, au CERN, on a des accélérateurs de particules qui permettent d'obtenir des vitesses de déplacement des protons qui sont d'à peu près 1/10 de celles de la lumière. Un peu de culture scientifique aussi, qu'est-ce qu'on appelle la pêche électrique? Un groupe d'élèves de première avait, il y a quelques années, essayé d'étudier ce qu'on appelle la pêche électrique, et je vous montre ça de suite. Alors la pêche électrique, c'est un moyen qui permet de pêcher des poissons sans que ça les perturbe, en les laissant en vie. Alors ça consiste à mettre une différence de potentiel, une tension entre deux pièces métalliques, et les poissons vont s'orienter naturellement et vont rester piégés dans ce champ électrique. Par exemple ici, voilà, là ça y est, là on voit le poisson, hop, non, il est pas mort du tout, il est juste endormi. Donc là on peut voir qu'il y a à peu près 20 volts sur à peu près 20 cm, ça fait à peu près 1 volt par centimètre. Donc c'est le champ électrique qui permet d'avoir cette pêche électrique. Alors l'intérêt c'est de pouvoir récupérer les poissons sans les abîmer pour pouvoir les transvaser par exemple à l'occasion d'un vidage de barrage, d'une vidange de barrage où on veut déplacer les poissons pour les remettre dans d'autres lieux. Alors troisième type de champ dont on voulait parler, il s'agit du champ de pesanteur, du champ gravitationnel. Évidemment le champ gravitationnel créé par la Terre n'est pas un champ uniforme. La direction n'est jamais parallèle. Ici, en fait, ces directions, elles sont centripètes, c'est toujours dirigé vers le centre de la Terre. Et puis, bien entendu, l'intensité diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la Terre. Alors par contre, si on se rapproche de la surface de la Terre, et si on ne s'intéresse pas à la Terre dans son ensemble, mais juste à une partie de sa surface, on va pouvoir considérer que dans un endroit, dans un volume limité,
Eh bien, on a un champ qui est uniforme. Dans ce champ uniforme, lorsqu'on a un objet de masse m, eh bien cet objet de masse m subit une force qui est dirigée vers le bas, qui est verticale, c'est ce qu'on appelle son poids. Donc si G c'est le champ de pesanteur, le poids c'est la force exercée sur la masse m, eh bien ce poids est égal au produit de la masse par G. On peut même écrire que le vecteur poids est égal à la masse que multiplie le vecteur champ de pesanteur. N est exprimé en newton, la masse est exprimée en kilogrammes, G, l'intensité du champ de pesanteur, est exprimée en newton par kilogramme et vaut à la surface de la Terre à peu près 10 newtons par kilogramme. Un petit peu de culture scientifique pour finir. L'intensité du champ de pesanteur n'est pas la même partout à la surface de la Terre. Et on a ici un espèce de patatoïde, une Terre à la surface déformée en fonction de l'intensité du champ de pesanteur. En bleu, on a le champ de pesanteur le plus important, en jaune, on a le champ de pesanteur le moins important, et on voit qu'on a ici une espèce de ceinture au niveau de l'équateur où le champ de pesanteur est plus important, alors qu'au pôle, il est un peu moins important. Voilà, on a terminé cette vidéo. Merci de votre attention.